Mon invitée aujourd'hui, c'est Aurore Petitjean-Dulon. Elle a quitté le salariat pour créer SmartPay, une entreprise 100% féminine où la confiance et l'équilibre de vie priment sur les codes traditionnels du management. Ensemble, on va parler de leadership aligné, de parentalité et d'entrepreneuriat comme un véritable acte de liberté. Bienvenue Aurore sur le podcast Liberté d'être femme. Bonjour Marie-Laure. Donc moi je me présente, je suis Aurore Petitjean Dulon. Donc j'ai créé mon entreprise il y a 10 ans. Ça c'est bientôt l'anniversaire justement au mois d'octobre. C'est effectivement alors presque 100% féminin. On a un garçon aujourd'hui, mais c'est vrai que chez Aspartpay, c'est le féminin qui l'emporte. Et donc c'est une société qui est prestataire de services et qui s'adresse aux plutôt aux petites entreprises, mais aussi aux cabinets expertises comptables qui souhaitent sous-traiter la paye de leurs clients chez nous. Et en fait, on fait tout ce qui concerne le salarié de son entrée jusqu'à sa sortie de l'entreprise. Ok, et donc avant d'arriver à cette étape de création de SmartPay, tu as passé 15 ans toi-même en tant que salarié en entreprise. Ça a été quoi pour toi le déclic pour te dire j'arrête de subir les codes dominants et puis je crée ma propre manière de diriger? Alors, il y en a eu, plusieurs, on va dire. Alors j'ai toujours, été un peu, «manager» entre guillemets. C'est-à-dire que même quand j'étais petite, c'est moi qui inventais les jeux. On disait: «On fait ci, on fait ça» et cetera. Donc c'est vrai que, faire sans rien dire, ça a toujours été un peu compliqué pour moi. Toutefois, j'ai été en échec scolaire, donc je me voyais pas trop, être chef d'entreprise. Je me suis jamais projetée comme ça. Donc moi, quand j'ai démarré un cabinet expertise comptable, tout de suite, j'ai fait de la paye, du social, RH, mais j'ai jamais envisagé de pouvoir créer ma propre structure. Sur ma première expérience, au bout de 4 ans, j'ai décidé de partir. Le cabinet qui m'embauchait a décidé de sous-traiter en fait, la partie paye et là, j'ai rencontré une dame qui n'était pas expert comptable et qui avait une société de paye et RH et en fait, ça a été le premier déclic en me disant: «Donc on peut ne pas être expert comptable et avoir sa propre entreprise de paye, RH, administration du personnel». Et ensuite, dans la continuité, il y a d'autres éléments où, effectivement, j'ai vu par rapport à certains clients, leur manière de faire qui était un peu, border et bon, sans grande compétence, j'ai envie de dire, sur la gestion administrative. Je me disais: «Bon, si eux y arrivent, je vois pas pourquoi moi je pourrais pas y arriver». Et vraiment les 2 points essentiels, c'est, en tant que salarié, puis chef de service pour des cabinets expertise comptables, la relation client, c'est-à-dire le service qu'on apportait aux clients, mais aussi le management auprès de l'équipe, me correspondait pas. Au niveau du management, ça manquait beaucoup d'humanité et de reconnaissance vis-à-vis, alors d'abord au démarrage moi, mais ensuite après avec, mes équipes. Et par rapport à la relation client, pour moi, c'est un vrai partenariat de confiance avec le client qu'on construit. On dit pas «oui» tout le temps, au client. Le client, il a besoin, de temps pour qu'on lui, explique les choses, pour qu'il les comprenne et qu'il les assimile et c'est comme ça qu'on construit une relation, de confiance. Alors que c'est vrai qu'en cabinet, on était plus sur: «Ah, le client a raison, il veut faire ça». On prend pas le temps de lui expliquer les choses, on fait ce qu'il nous dit de faire. Moi, ça me convenait pas, en fait. Donc voilà, il y a ces points-là, au niveau du management et de la relation client où vraiment, à un moment donné, j'ai un peu étouffé, là-dedans. Je me suis dit: «Faut maintenant, créer, ta propre structure, quoi. C'est le moment». Et c'est quoi plus précisément au niveau du management qui ne te convenait pas? Alors la paye, alors comme beaucoup de métiers, c'est un métier qui est assez, ingrat parce qu'on s'imagine pas en fait le niveau de connaissance qu'il faut avoir et les différentes qualités qu'il faut avoir. Parce que bon, déjà au niveau des connaissances, nous on est réglementé, bah, par le code du travail, français, par les jurisprudences françaises, mais aussi par rapport aux conventions collectives. Il faut qu'on fasse attention aux contrats de travail, aux accords d'entreprise. Alors vraiment déjà ça fait beaucoup de choses. On a le droit européen aussi sur lequel il faut qu'on soit vigilant et attentif.
Il faut faire preuve de psychologie aussi parce qu'on est dans l'humain, donc on est, réglementé par tout ce que je viens de citer. Toutefois, il y a de l'humain, c'est-à-dire chaque chef d'entreprise manage à sa façon. La relation avec le salarié, elle est pas la même avec un salarié qui est entre 6 mois et qui est là depuis 20 ans. Donc il faut quand même faire preuve de psychologie. Faut faire preuve aussi de pédagogie parce que, il y a des règles qui sont très compliquées à appliquer. Et donc, faut savoir les expliquer aux clients et puis il faut savoir les rédiger par mail, derrière. Donc c'est pas forcément, voilà, évident. On a aussi, le goulot d'étranglement en fin de mois qui fait qu'on a beaucoup de travail, beaucoup de pression en fin de mois parce qu'il faut sortir les paies en même temps. Enfin voilà, tout ça fait que c'est un travail qui est hyper exigeant et les personnes qui travaillent là-dedans sont toujours très impliquées parce que derrière, il y a de l'humain. Donc qui dit, beaucoup d'investissement, moi je trouve que ça donne beaucoup de reconnaissance. Enfin, je veux dire à un moment donné, simplement, dire merci, quand une personne est restée parce que, voilà, il y avait une nécessité et cetera. Je parle même pas d'heures sup, hein, c'est-à-dire que bon, c'est vrai que, parfois on a l'impression de faire un peu du bénévolat. Enfin, c'est le sentiment que j'avais. On le fait, voilà, parce qu'on a une conscience professionnelle. Mmh. Mais c'est vrai que quand on n'a même pas le merci, c'est quand même un peu difficile, hein, c'est-à-dire à un moment donné, ça suffit plus, quoi. Donc c'est vrai qu'avoir cette reconnaissance-là, donner la reconnaissance en termes de management à l'équipe, déjà reconnaître leurs compétences, reconnaître la difficulté, du métier et être reconnaissant de l'investissement qu'ils font en fait pour, dans leur travail de manière générale, quoi. Ouais, donc là, même, au-delà du pur management, c'est carrément un problème d'humanité que tu décris, enfin. Complètement, voilà, mais mais on le rencontre, voilà, tous les jours, hein, j'ai envie de dire, hein, quand on va faire ses courses, voilà, c'est de manière générale, on perd un peu, d'humanité, et c'est vrai que pour moi, c'est quelque chose qui est très important parce que, on dit: «Tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin», Mmh. et c'est une vérité absolue, c'est-à-dire que voilà, on est capable du meilleur, mais c'est quelque chose qu'il faut insuffler. C'est ce que je dis aussi à mon équipe souvent en disant, c'est le chef d'entreprise qui donne le là. S'il y a une ambiance délétère, c'est qu'à un moment donné, le chef d'entreprise a donné, a insufflé un petit peu, ce côté, délétère. S'il y a une bonne ambiance, un esprit d'équipe, et enfin voilà, une équipe solidaire, c'est aussi parce que, le chef d'entreprise a su insuffler, ça et être vigilant en fait sur cette bienveillance et ce bon état d'esprit, quoi. Et alors tu parles de bienveillance et justement, tu m'avais dit qu'on t'avait parfois reproché trop de gentillesse et comment est-ce que toi, tu as transformé ce regard en force? Alors, moi, on m'a souvent dit: «C'est pas comme ça qu'on fait», que ce soit pour la gestion de mon entreprise ou mon management. Parce qu'effectivement, je suis beaucoup dans, l'humain. C'est pas comme ça qu'on fait, mais, moi, bon, c'est vrai que je me suis posé beaucoup de questions, mais en fait, je sais pas faire autrement. Et puis je me dis: «À essayer, de faire comme les autres, à un moment donné, on se perd, il y a plus de logique et c'est là que c'est le bazar». Donc c'est vrai que moi, par rapport à la création de l'entreprise, je suis très contente, hein, voilà, j'ai de nombreux clients, on produit beaucoup de paye et cetera. Mais c'est vrai que je me dis que j'ai pas fait quelque chose d'extraordinaire, on sauve pas des vies non plus. Par contre, dans le côté, humain, ça, c'est quelque chose qui m'enrichit beaucoup. C'est-à-dire que, voilà, je me dis: «Beh, j'ai le pouvoir de rendre le quotidien de mon équipe moins compliqué». J'ai le pouvoir, qu'elles puissent concilier, leur vie personnelle et leur vie professionnelle. Et en fait, quand j'arrive, à ça et je dis pas que c'est parfait, hein, mais en tout cas Mmh. j'essaye. Là, j'ai une satisfaction. C'est-à-dire, là, je me dis: «Bon, ben ça, c'est cool, en fait, c'est vraiment, bien». C'est quelque chose que moi, j'aurais aimé, avoir, pas porter cette culpabilité, cette charge mentale d'être, voilà, partout et cetera et d'avoir ce pouvoir-là, c'est quelque chose, voilà, qui est satisfaisant, pour moi et qui est, pour le coup, une réussite et ce que je leur dis aussi souvent, c'est que, bah, comme moi, c'est très féminin, à SmartPay, bah, j'ai des congés maternité fatalement et là où je me dis: «Bon, j'ai réussi», c'est que quand j'ai des congés maternité, je suis la première à le savoir, avant l'équipe. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y en a une qui est tombée enceinte, elle vient me le dire à moi en premier et en fait, c'est le secret jusqu'à ce temps qu'elle se sente, voilà, que ce soit le bon moment pour l'annoncer à l'équipe et là, je me dis: «Voilà, sur le plan de l'humanité, quand, le chef d'entreprise est au courant en premier, c'est quand même que j'ai réussi quelque chose, quoi». Ouais, effectivement, on est d'accord, c'est qu'il y a justement une notion de confiance et ça rejoint, le sujet que je voulais aborder après donc
Toi, tu as bâti ton entreprise du coup justement sur la confiance, sur la souplesse aussi. Comment ça se traduit concrètement, dans ton management quotidien? Alors c'est, l'écoute déjà, Mmh. se rendre disponible, mais c'est surtout ne pas juger. C'est-à-dire que, moi, quand elles font des erreurs, elles viennent me le dire parce que, je leur dirai jamais: «Pourquoi tu t'es trompé?» Je poserai la question, voilà: «Comment on en est arrivé là? Qu'est-ce qui a amené à cette erreur?» Et pour moi, je considère qu'on est tous responsables. C'est jamais une personne à l'instant T qui est responsable d'une erreur ou quoi que ce soit. Donc c'est vrai, voilà, c'est la confiance de manière générale, une ouverture un petit peu, de enfin voilà, d'être ouverte en fait à ce qu'elles peuvent dire, leur point de vue. Moi par exemple dans mes choix de gestion d'entreprise, je donne des directions, mais elles savent très bien que si la direction est mauvaise et qu'au quotidien ça fonctionne pas, elles ont la capacité de venir me le dire en disant: «Bon, on n'est pas sûr», puis à un moment donné de dire: «Non en fait, ça va pas du tout quoi». Et du coup, on rebat les cartes et on part sur autre chose. C'est-à-dire: «OK, ça marche pas, pourquoi ça marche pas?» On en rediscute, bah, vous proposez quoi? Enfin vraiment de les impliquer en fait dans les choix. Après, il faut quelqu'un qui décide à la fin et qui donne une direction, voilà. Mais en tout cas, cette possibilité-là, de se mettre au même niveau, c'est-à-dire moi, elles travaillent pas pour moi parce que je leur donne un job, elles travaillent, avec moi parce qu'elles ont envie de bosser avec moi, quoi, clairement. Elles sont libres de partir, et le jour où ça leur convient plus, bah, c'est la vie professionnelle. C'est vraiment, d'être, pas sur, sur une verticalité, mais voilà, sur une horizontalité, on travaille ensemble, quoi. Vraiment, main dans la main, chacun les compétences. Moi, je leur dis, hein, sur certaines choses, je me positionne pas parce que, techniquement, je me suis un peu éloignée de certains sujets, donc je vais pas, je les laisse faire, je les laisse trancher, quoi. Donc voilà, c'est vraiment être dans l'écoute, l'humanité et d'être égal à égal en considérant les forces et les faiblesses de chacun. Voilà, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont plus compétents pour certaines choses, qui ont des faiblesses sur d'autres en disant: «Bah, écoute, ne le fais pas, on va le faire pour toi, parce que ça, on sait que c'est pas ton truc». Et par contre dire: «Ah bah, tiens, ça, ce sujet, c'est typiquement pour toi, vas-y, enfin, on se fait plaisir, quoi». Voilà. C'est, vraiment traiter les individualités. Et comment tu gères, tu l'as évoqué tout à l'heure, hein, les différences d'autonomie, enfin, comment tu gères l'autonomie avec les différences qu'il peut y avoir entre des personnes qui effectivement font ça depuis 20 ans et puis d'autres qui sont, peut-être plus nouvellement, arrivées, sur ce métier-là? Comment est-ce que tu gères, voilà, l'autonomie des différentes, personnes? Alors, en fait, malgré les expériences, alors moi, donc les postes, c'est des gestionnaires paye. Chaque gestionnaire paye est différent, de par ses expériences, mais par rapport à sa personnalité aussi. C'est-à-dire sur un métier qui paraît être identique, j'en ai, qui vont être, très formels dans les mails, très structurés et cetera. Heu et j'en ai d'autres qui vont passer beaucoup de temps au téléphone avec les clients parce que, elles fonctionnent comme ça. Mais par contre, les mails vont être beaucoup plus brefs et succincts. Donc moi enfin voilà, je travaille vraiment, dans l'humain et par, individualité, et donc je regarde les forces et les faiblesses de chacun, et par rapport à l'autonomie, par rapport à mes clients aussi, comme je prospecte, je passe du temps à discuter avec eux en amont parce que, nous, c'est pas des one shot. C'est-à-dire que quand on signe, le client signe pour plusieurs années, donc c'est ils ont besoin de nous connaître, mais moi, j'ai besoin aussi de les connaître. Et en fait, c'est vrai que par rapport aux personnalités de clients, je vais les affecter plus à l'une ou à l'autre, pour que ça fonctionne mieux. Voilà, si j'en ai un qui a besoin d'échanger, de discuter, je vais, l'affecter à celle qui passe plus de temps au téléphone parce que je sais qu'elle sera plus, voilà, plus attentive, à ça. Quand j'en ai un qui est très technique, qui a besoin d'être rassuré, voilà, quotidiennement, d'avoir les textes de loi et cetera, je vais lui mettre, voilà, sur quelqu'un de plus pointilleux, ce genre de choses. Donc du coup, l'autonomie se crée parce que, je vais chercher les forces, de chacune, et je vais essayer de mettre, voilà, les bons clients au bon endroit, pour que, il y ait une harmonie, que ce soit pour le client ou pour, les collaboratrices. Parfois ça fonctionne pas, je me trompe, hein, mais à ce moment-là, bah, on échange et puis on rebat les cartes, quoi.
Et tu l'as dit à plusieurs reprises, hein, donc tu as une équipe qui est quasiment exclusivement féminine, même si, Oui. il y a donc un homme. Est-ce que c'est, parce que c'est un métier qui est très féminin? Est-ce que c'est un hasard ou bien est-ce que c'est un choix de ta part? Alors, non, c'est un métier qui est, quasi exclusivement féminin, ouais. C'est-à-dire que 9 gestionnaires paye sur 10 sont des femmes. Donc moi, il y a pas du tout, enfin, par rapport au CV, je cherche une compétence, quoi. Je cherche pas un homme, une femme ou quoi que ce soit. Donc voilà, alors, là aussi, il y a beaucoup de stéréotypes quand je dis parce que bon, là, j'ai un homme qui est dans l'équipe, mais ça fait 3 ans qu'il est là. Donc pendant un certain temps, on a été, que des femmes. On me dit: «Ah, manager, c'est horrible», enfin voilà. Non, en fait, manager qu'une équipe d'hommes, c'est des sujets. Manager qu'une équipe de femmes, c'est d'autres sujets. Et manager une équipe mixte, c'est encore d'autres sujets, mais bon, on est dans l'humain. Et voilà, une équipe d'hommes ne joue pas au coq, toute la journée, et une équipe de femmes ne se crêpe pas le chignon, à longueur de journée. Donc voilà, tout va bien. Moi, dans l'équipe de femmes, j'ai jamais eu de problème particulier, à part de l'humain, qu'on peut trouver, ici et là, quoi. Et tu l'as dit, hein, la paye, c'est un métier qui est difficile et qui est souvent perçu comme ingrat. Comment est-ce que tu as réussi à en faire un espace pour que les collaboratrices et collaborateurs, hein, puissent y trouver du confort et puis du sens aussi? Hem, le confort, il arrive par l'écoute de leurs, problématiques au quotidien. Le confort, il arrive aussi par, les outils, qu'on leur met, en place, au quotidien pour que, elles puissent, répondre en fait, hein, aux questions, se rassurer aussi, parce que, ben, on a des questions, on a les réponses, mais c'est bien aussi, d'aller vérifier. Enfin, le confort, c'est aussi, quand un client dépasse les limites, parle mal, n'est pas respectueux, c'est, ben, moi de prendre mon téléphone pour expliquer au client que voilà, on collabore, on est ensemble, mais je suis pas prête, à ce que mes collaboratrices se fassent insulter, voilà, qu'on leur crie dessus, c'est pas le voilà. Je peux comprendre l'énervement, je peux tout comprendre, mais il y a des limites. Donc voilà, sur cette confiance-là, le fait est que moi je puisse, comprendre leurs problématiques, les accompagner dans les problématiques, leur donner les bons outils. Et aussi, voilà, par rapport à la relation client, être pas, tout le client ou tous les collaboratrices, trouver un juste milieu, entre les 2. Parce que c'est vrai que si j'étais tout à les défendre tout le temps aussi, bon, c'est humain, certains pourraient en abuser. Mais voilà, j'essaye toujours d'être juste, que ce soit pour mes clients ou pour mon équipe. Et ça nous amène loin d'être juste, on se perd pas en fait, hein, voilà, c'est être juste, être pro, on l'appelle comme on veut, mais en tout cas on se perd pas, en chemin, quand on suit cette ligne. Tu disais tout à l'heure qu'il y a, des personnes qui t'ont déjà fait des remarques, sur ta façon de travailler, de manager: «On fait pas comme ça, c'est pas comme ça qu'on fait» et cetera. Et comment est-ce que tes clientes et puis tes clients, eux, ils perçoivent cette approche? Qu'est-ce que tu reçois comme retour sur ce modèle un peu différent? De mes clients, j'ai pas nécessairement, de retour, à ce niveau-là. Là où j'arrive à enfin, où mes clients sont surpris, c'est quand il y a eu, des problèmes sur leur dossier et que, au hasard, quelques mois après, ils me disent: «Oui, mais votre collaboratrice ne vous l'a pas dit, mais il y a 2, 3 mois, il y a eu tel problème». Et à chaque fois, je suis au courant. Et à chaque fois, je le sais, on a traité le sujet, ensemble. Heu et je pense que voilà, là, ils voient en fait le travail d'équipe, et la relation que j'ai avec les filles, c'est-à-dire je n'apprends jamais, des choses, voilà, au Ah, c'est hasard. cool. Elles viennent me dire les choses. Après les remarques là où je les ai plus prises,
Bon, déjà au démarrage, à la création, on m'a dit que je n'y arriverais pas, que j'allais m'endetter, que ça ne marcherait pas et cetera. Après, une fois que, bah, ça a démarré, que ça marchait, on m'a expliqué à plein de reprises que c'était pas comme ça qu'on faisait, qu'il fallait que je fasse ceci, machin et cetera, que je regarde en fait, que je copie quoi, en fait, Mmh. les autres. C'était un petit peu, cette ligne-là. Et puis après j'ai eu quand même quelques clients, notamment des experts comptables qui m'ont dit mais pas que, qui m'ont dit: «C'est pas comme ça qu'on gère une boîte». Bon, dont acte, mais bon la réponse c'est que, bah, moi je la gère comme ça et bon a priori ça marche pas trop mal, donc voilà. Mais j'ai eu aussi de la part de collaborateurs, notamment hommes là pour le coup, Oui. où voilà, je me suis pris aussi des réflexions en disant: «C'est pas comme ça qu'on gère une boîte». Mais bon, voilà. Tu as eu droit à un peu de mansplaining. Les hommes qui Voilà, c'est t'expliquent ça. comment il faut Mais c'est faire. pas grave, disons qu'on a l'habitude, on gère le quotidien. Voilà, moi je sais que, sur les réflexions, en équipe, bon, ça s'est fait en plus en réunion. Je me suis pas énervée, on a réglé ça après. Mais par contre, c'est vrai que l'équipe féminine est sortie de ses gonds en disant: «On sait pas comment tu as fait pour rester calme». Parce que voilà, elle trouvait ça complètement, déplacé, outrancier, enfin voilà, pas du tout adapté à la situation, quoi. Mais bon, on a l'habitude. Oui, oui, oui. Allons maintenant un peu sur le sujet de la parentalité, Mmh, que j'ai évoqué tout à l'heure. Donc, toi, tu as fait le choix d'entreprendre, aussi pour, protéger ton équilibre familial. oui. Comment est-ce que ça influence, ton organisation et puis tes priorités de chef d'entreprise et de maman à côté? Alors, moi, ma boîte, je l'ai créée aussi parce que je voulais un équilibre vie perso, vie pro. Ça, je crois qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, qui se lancent pour, voilà, parce que, la gestion du quotidien est difficile. L'avantage que j'ai dans mon métier, c'est que j'ai pas pignon sur rue, je suis pas fleuriste, je suis pas obligée d'être ouverte, voilà, de donc 5 jours sur 7 ou 6 jours sur 7, voire plus. Voilà, je peux faire mon travail à n'importe quelle heure. Donc c'est vrai que moi, par rapport à la gestion, de ma famille et de mes enfants, j'avais envie d'avoir du temps pour eux. J'avais envie, de pouvoir m'inscrire quand il y avait une sortie scolaire, et de pouvoir être présente aussi, bah, pour les devoirs, pour l'accompagnement puisque moi j'ai 2 enfants, dyslexiques et avec des troubles de l'attention. C'était une nécessité que je sois là et effectivement, je peux m'arrêter à 17h30, voilà, m'occuper de mes enfants, faire le nécessaire et puis, reprendre à 22h le soir, jusqu'à 00:00-01:00 sans que ça ne gêne personne et sans que ce soit impactant, dans la gestion de mon entreprise et d'ailleurs ça se voit puisque, voilà, ça fait 10 ans que je fais ça et je suis partie de 0, maintenant j'ai 10 salariés, voilà, j'ai plus de 600 clients, donc c'est pas comme ça qu'on fait mais il n'empêche que ça fonctionne quand même, quoi. On peut avoir cet équilibre-là. Mais, c'est clair, oui. C'est la meilleure réponse. Ouais. Donc tu as évoqué les troubles de tes enfants et tu t'es formée, toi, en autodidacte pour pouvoir, les accompagner dans ces troubles spécifiques? Qu'est-ce que Alors, cette bah ex Oui, oui? pardon, vas-y. Non, vas-y, Heu, alors déjà, comment dire? Moi je me doutais que je suis comme eux en fait, hein, de toute manière mmh mh. nos enfants c'est nos miroirs. Donc je me doutais, parce que j'étais en échec, scolaire moi, Mmh. plus jeune. Je me doutais qu'il y avait un «souci» entre guillemets. À 25 ans, j'ai commencé à mettre le mot sur la dyslexie. J'ai découvert, je dis: «Ah, ça me parle beaucoup» et puis Mmh. finalement, quand, mon grand est arrivé, sur la dyslexie, je me suis auto-formée. C'est-à-dire que, on cherche des solutions, pour que, ça se passe le mieux possible. Donc, bah, là, pour le coup, je ne suis pas lectrice, je ne lis pas, mais là, on lit des bouquins, hein, on cherche pas. On va sur, les forums, les blogs, il y a beaucoup d'entraide aussi, parce qu'il y a des pages Facebook qui existent pas mal sur les enfants 10, TDAH, les outils et cetera et donc effectivement, il y a, j'ai énormément, lu, à ce sujet. J'ai essayé aussi plein de méthodes parce que, ce qui est valable une année, ne l'est pas nécessairement l'année d'après. Donc c'est des remises en question, constantes et perpétuelles et de l'énergie à mettre pour quelque part,
qui continuent à avancer et surtout qui perdent pas confiance, en eux, quoi. C'est surtout ça le plus important. Et est-ce que ça t tout ce que tu as vécu, du coup, via cet accompagnement des enfants, ça a, d'une certaine manière changé ta façon de travailler, peut-être ta façon de manager? Hem Alors, la manière de manager, alors de travailler, oui, parce qu'effectivement ça me prend énormément de temps. Clairement, voilà, avoir 2 enfants dyslexiques, les soirées sont bien chargées, hein, on va pas se mentir. Après sur ma manière de travailler, c'est-à-dire ma relation aux autres, hem, je vois les talents, quoi, maintenant et je vois, parce que bon, j'ai compris, typiquement avec moi, j'ai compris qu'on pouvait être nul à l'école et réussir quand même, après derrière. On pouvait, faire des fautes d'orthographe, et quand même, avoir d'autres talents, ailleurs. Et donc une fois que je l'ai accepté, «pour moi» entre guillemets, je l'ai, conçu pour les autres. Et donc, sur, quelque chose comme j'aurais pu voir comme un défaut, par exemple, j'ai une collaboratrice qui rédige très, très mal, qui est 10, elle aussi. Je pense aussi qu'elle a des troubles de l'attention avec hyperactivité. Autant, voilà, il y a quelques années, enfin il y a de très nombreuses années, j'aurais vu ça comme un défaut et un manque de compétences. Aujourd'hui, pas du tout. Parce qu'elle a, d'autres super compétences à côté. Elle a un super relationnel avec les clients, par exemple. Vraiment, elle passe, vraiment super bien et elle a une approche qui est, complètement différente des autres. Par exemple, je prends en réunion, on va parler d'un sujet. Elle va poser deux trois questions. Moi, au démarrage, elle m'a surpris où je me suis dit: «Elle a rien compris». Là, on est en train de parler d'un truc, elle a rien compris. Mais elle me pose deux trois questions, j'essaye de lui répondre. Je me dis: «Mais bon, elle est pas dans le mille», mais bon, je réponds un peu par courtoisie et puis finalement, voilà, au bout d'un quart d'heure, elle nous sort un truc, on comprend pas tous du premier coup, elle nous l'explique et en fait, on se dit: «Ah mais oui, mais c'est beaucoup mieux, mais on va gagner un temps de dingue en fait, mais elle a raison» et en fait, voilà, c'est quelque chose, avant où, je m'aurais été dit: «Non, elle est pas dans le game, elle a pas la compétence» et cetera et du fait est de mieux comprendre comment fonctionnent, ces, neuroatypiques, j'attends en fait, j'attends la bonne surprise et effectivement, voilà, elle arrive et en fait, le fait est qu'elle ait pas, cette, compétence-là rédactionnelle par exemple ou qu'elle fasse, des fautes, j'en parle ouvertement avec elle et je lui dis: «C'est quelque chose qui me dérange pas». Là ça passe pas, viens je t'aide, viens fais-toi aider». Mais du coup, je le gère et je le manage de manière différente en fait, Je vois. parce que, comme n'importe qui, comme un neurotypique, elle a ses forces, elle a ses faiblesses et en fait, on compose avec et puis on s'adapte en fonction de ça, quoi. Mais en tout cas, voilà, d'avoir compris comment ils fonctionnaient, c'est pas des profils, où je vais me dire où je vais avoir des appréhensions et des angoisses par rapport à ces profils-là, quoi. Au contraire. Oui, c'est très intéressant. Effectivement, du coup, ça te donne une ouverture et un regard un petit peu différent qui te permet, de mieux apprécier les compétences, de chacune, Exactement. et puis de composer avec les imperfections puisque de toute façon, tu as raison, on en a tous et toutes, hein. Ouais, exactement. Je me souviens plus, tout ce savoir que tu as accumulé, sur ces sujets-là, je me rappelle plus. Est-ce que c'est quelque chose que tu as choisi de partager? Je parle sur la dyslexie, TDAH. Est-ce que toi, tu fais des conférences sur ces sujets ou pas? Je me souviens plus. Je sais que j'en ai déjà Alors parlé avec quelqu'un, mais je non, sais plus c'était quoi. moi je j'ai pas fait. J'ai témoigné une fois, sur, Mmh. mon propre cas, d'enfants, enfin mon parcours scolaire et puis, mes échecs, scolaires. J'ai jamais fait, alors c'est quelque chose qui me tente, hein, voilà, je Mmh. t'avouerai, c'est vraiment quelque chose sur lequel, là j'ai proposé, dernièrement dans l'établissement de mes enfants, qui est collège-lycée, de faire une réunion d'information, auprès des profs gratuite, hein, vraiment, voilà Mmh. pour les informer. Alors pas pour dire un dyslexique, il a un problème avec la lecture, pas pour ça, mais juste Mmh. pour leur donner les outils en fait pour gérer le quotidien, parce qu'effectivement aujourd'hui ils mettent en place des PAP, donc projets d'accueil personnalisé pour chaque enfant.
Mais comme tout ce qui est, dans l'administration française, c'est très compliqué. Il y a énormément de cases. Alors déjà, les profs ont des classes surchargées, Mmh. donc si en plus pour chaque enfant, il y a une individualité avec une croix, machin, honnêtement, ils ont du mal à le mettre en place, mais c'est Oui, normal, quoi. Je veux dire, ils peuvent pas l'appliquer, c'est pas possible. Donc du ouais. coup, c'est vrai que moi, au travers des lectures et puis moi, de mon expérience, de maman, de faire les devoirs le soir et cetera. Puis on a une petite communauté parce que, nos enfants qui sont en difficulté, les mamans devant l'école, on se retrouve, on discute parce que, la bonne information, le toi, tu as trouvé quoi comme orthophoniste? Ah oui, mais là, j'ai une attente de 6 mois, j'ai appelé 10 fois, elle répond pas. Ah oui, mais appelle elle, elle va te renvoyer sur une autre. Enfin voilà, on s'échange un petit peu, les bons plans, et du coup, voilà, on voit, le quotidien, les pratiques, les difficultés de chacun parce que moi, j'en ai 2 qui ont le même profil, dyslexique, trouble de l'attention. Pour autant, ils fonctionnent pas du tout de la même manière. Ils ont pas du Mmh. tout les mêmes difficultés. Et donc du coup, voilà, en observant, voilà, tout ça, que j'observe depuis, très longtemps maintenant, puisque mon fils va avoir 16 ans. Je suis arrivée à faire des généralités sur les besoins qu'il peut avoir en fait, au sein, d'une classe, pour pas que ça soit trop chronophage pour l'enseignant, mais que ça couvre un maximum d'enfants, qui soient dyscalculiques, dysgraphiques, dyslexiques ou quoi que ce soit, quoi. Mais voilà, j'ai pas eu de réponse de la part de l'établissement, mais je pense que c'est une question de responsabilité. C'est-à-dire moi j'ai pas d'étiquette, j'ai pas de diplôme, je suis pas formatrice, je suis rien, quoi. Et c'est vrai que rentrer dans les établissements quand on est, entre guillemets, pas référencé, c'est un peu difficile. Oui, Donc mais tu voilà. peux y accéder en tant que parent concerné. Oui, mais du coup, bon, il y a moins de légitimité. Donc c'est vrai que c'est quelque Oui. chose, voilà, sur lequel je réfléchis de me dire: «Est-ce que, j'irai pas chercher une petite formation?» Alors, Mmh. en plus j'apprendrai, hein, forcément on apprend toujours, mais pour me permettre en fait d'avoir ce petit pass d'entrée, Mmh. pour pouvoir, voilà, amener des outils en fait, aux profs, tout simplement pour faciliter leur quotidien et satisfaire, les parents pour qu'ils aient pas, 50 mails dans leur boîte mail, de revendications, quoi. Je les ai Je faits, hein, moi comprends. aussi, hein, je les ai faits ces mails-là, hein. Ouais, Mais ouais, ouais. bon, voilà, on essaye tous, voilà, chacun voit midi à sa porte et qu'à un moment donné, voilà, quand ça passe pas, il y a un besoin, on échange, quoi. Mais je comprends que pour les enseignants, c'est pas facile, quoi. C'est certain et donc entre la direction d'une entreprise, la parentalité de l'autre côté, comment est-ce que tu arrives à trouver du temps, de l'espace pour toi, sans te perdre dans toutes ces, charges? Bah, j'en ai pas beaucoup, j'avouerai. J'en ai pas beaucoup. Alors j'en trouve, je suis bien entourée par des amis, clairement. Alors moi, je suis du sud et je vis en région parisienne, et c'est vrai que j'ai un bon groupe, de d'amis, et c'est vrai que c'est un peu mes bulles et mes parenthèses. J'en discutais avec une amie où elle me disait: «Tu es toujours disponible» et je lui disais: «Mais égoïstement, je le fais aussi pour moi». Mmh. C'est-à-dire que quand elle va me dire: «Viens, on va manger» et cetera, je dis toujours oui. Parce qu'en fait, je sais que j'ai pas le temps, si je suis rationnelle, j'ai pas le temps, je peux pas le faire. Mmh. Mais, à un moment donné, il faut absolument que je m'autorise ces moments-là, parce que sinon c'est l'implosion. Donc c'est vrai que quand on me propose, je dis jamais non en fait je suis toujours partante pour quelque chose. Après, voilà, des fois je me dis: «Bon, là non, c'est pas raisonnable, je refuse». Mais c'est un plus du, au coup par coup, voilà, d'aller, ici et là. Mais j'avoue que voilà, je suis quand même un peu dans un tourbillon depuis un certain nombre d'années, où il y a pas beaucoup, d'espace pour moi. Mais, j'ai envie de dire, c'est un peu, le cas de toutes les mamans, qui ont des neuroatypiques à la maison. Moi, la difficulté supplémentaire, c'est que, voilà, je suis chef d'entreprise à côté avec, une équipe. Toutefois, du fait du mettre l'humanité là-dedans, elles sont vraiment, pas embêtantes, et elles m'apportent aussi un peu, cette bulle et cette parenthèse, plus que la charge, quoi, en dehors de ça. Donc voilà, ça circule plutôt bien au niveau des énergies. Tu parles beaucoup de maman, mais les papas, ils sont impliqués là-dedans aussi? Alors, pas tous. Des mamans que je croise, il y en a qui ne le sont absolument pas. Moi, j'ai la chance que oui, mon mari est impliqué, autant que faire, se peut et heureusement parce que,
Comme tout, de toute manière, enfin, je veux dire, moi, la création de mon entreprise, si mon mari avait pas été là et avait pas adhéré au projet et aux contraintes que ça peut amener, clairement, j'y serais jamais arrivée. Je veux dire, quand, j'ai eu mon premier salarié, mes premiers bureaux, que je finissais à 3 heures du matin, lui gérer les soirées, il faut avoir un mari qui accepte en fait que sa femme rentre à 3 heures du matin. Enfin voilà, à un moment donné, faut quand même dire les choses. Et puis, sur le soutien, voilà qui peut m'amener au quotidien. Mais c'est le cas aussi, des hommes qui font des carrières. C'est-à-dire que, si madame n'était pas impliquée, avec les enfants, ces hommes-là qui font des grandes carrières n'auraient pas ces carrières-là ou en tout cas n'auraient pas d'enfants, parce que Mmh. c'est pas compatible. Donc de manière générale, c'est une affaire familiale. Nous, on est très soudés, sur le plan, des enfants, sur l'accompagnement. Il y a des périodes, il en a fait beaucoup plus que moi vis-à-vis, des devoirs de l'accompagnement. Il y a d'autres moments où ça a été moi. C'est une vraie course de relais quoi, en fait, hein, et de toute manière, si on fait pas ça, on se perd, que ce soit, lui, moi, les enfants et cetera. Et c'est comme le travail, c'est-à-dire que pour avoir 2 personnes qui s'épanouissent, c'est aussi un relais, c'est-à-dire qu'il y a des moments, il était prioritaire, il y a d'autres moments où je le suis devenu, et puis, voilà, on avance comme ça, on discute, on échange et on réajuste de manière, perpétuelle, quoi. Et qu'est-ce que, donc bon, on l'a dit, hein, entreprendre pour toi, c'est un acte de liberté. Qu'est-ce que tu voudrais dire, à celles ou ceux, hein, bien sûr, qui hésitent parce qu'ils craignent justement de pas rentrer dans le moule? Alors moi, j'ai envie de dire, si elle rentre pas dans le moule, c'est plutôt bon signe. Parce que quand on crée, là, on nous pose souvent la question: «Qu'est-ce qui te différencie des autres?» Donc voilà, si on rentre pas dans le moule, ça veut dire qu'on a une différence, on a des choses à apporter. Moi, je prends par exemple dans mon secteur, c'est ultra concurrentiel, mais pour autant, ça m'a jamais fait peur parce que je dis: «Il y a du boulot pour tout le monde» et en dehors d'une compétence, on va chercher de l'humain. Et en fait, je sais très bien qu'ils viennent parce qu'on a eu un bon échange, et cetera. Donc, les conseils, c'est de pas laisser, les autres, nous faire douter, parce que finalement les autres quand ils parlent, ils parlent d'eux, de leurs doutes, de leurs peurs. Donc, voilà, de vraiment de pas laisser, les autres douter. Que si on se moque, moi on s'est moqué, hein, de moi, hein, au démarrage en disant: «Pouh, elle crée sa boîte, enfin voilà, elle croit qu'elle va être machin et cetera» et puis vous voyez, là j'en ai rencontré, un dans mon village hier qui me dit: «Alors ton truc?» Parce que ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu, «Ça en est où?» J'ai dit: «Bah, j'ai 10 salariés». «Ah bon?» Voilà, on se moquait, alors lui non, mais voilà, on a pu se moquer au démarrage, en disant: «Oui, elle croit que, mais comme, plein, elle va se planter, elle va couler». Non, il faut, voilà, il faut croire en ses rêves. Si on a cette petite flamme-là, qui se dit, «Je veux le faire», il faut le faire, faut pas douter, les faut pas écouter quelque part, faut suivre son instinct. C'est-à-dire par rapport à nos envies, notre manière de faire, la volonté, faut vraiment être un peu instinctif, un peu primitif par rapport à là et à ça et faire un peu les choses comme on le sent et je pense que c'est la meilleure méthode dans n'importe quoi qu'on entreprend, quoi. Quelle vision est-ce que tu portes, pour SmartPay, sur les années à venir? Là, je suis plutôt bien en fait, hein, clairement. J'ai des challenges parce que, voilà, le monde bouge. Voilà, j'ai mon éditeur, de logiciels de paye qui me fait un fois 340 sur ses prix, donc vrai challenge, hein, c'est compliqué. Bon, on est dans l'économie, moi, voilà, les gouvernements, mais ça a toujours été, successif, impactent, de manière importante mon travail puisque, c'est, le code du travail, donc les salariés, l'économie et cetera. Donc, bon voilà, le quotidien fait qu'obligatoirement je suis obligée de me remettre en question de manière quotidienne. Maintenant je me mets pas de challenge particulier, c'est vraiment de rester dans l'humain.
de veiller au bien-être en fait de l'équipe, de mes clients, de faire le job. C'est-à-dire que voilà, moi mes clients, je leur ai dit: «On a une compétence, on sait faire», voilà et cetera. De veiller à ce que, les promesses, dites soient, tenues, voilà et dans de bonnes conditions, pour tout le monde quoi, que ce soit pour mes clients ou pour mon équipe. Donc voilà, ça c'est important et après pour l'avenir, ben, en fonction des collaboratrices qui ou collaborateurs qui peuvent arriver, moi je ferme pas de porte parce que, j'ai peut-être pas d'idée ou de projet et puis, voilà, je vais avoir, une nouvelle, personne qui va arriver et puis qui va me dire: «Ben, moi j'ai envie de faire ça» et puis, bah, pourquoi pas, essayer, sur, voilà, notre axe de formation, une école, enfin je sais pas, voilà. Je ferme aucune porte. C'est vraiment, je vais un petit peu, voilà, ce que la vie m'apporte et m'amène. Bah, écoute, Aurore, on te souhaite, le meilleur pour le développement de ton entreprise, pour que surtout tu puisses garder ce côté humain, qui fait, défaut à tellement d'entreprises qui pourtant pensent qu'elles savent faire Oui, et voilà et donc j'espère que tu pourras poursuivre, ta démarche, et toucher le maximum de personnes pour, participer à répandre cette façon de faire et de travailler ouais, je te remercie. et merci du coup pour ton temps, et puis pour tout ce que tu nous as, apporté comme, explication sur ton mode de fonctionnement. Je trouve que c'est très, très enrichissant. Donc merci, Voilà. Aurore. Merci à toi.